en direct sur l'île Mode. Il y a 130 ans, en Pologne, le Kafret Av, un géant de la Torah, a rendu son âme à son créateur. C'est le natif de Vologine, le Rav Naftali Tzvi Berlin. Un géant du 19e siècle. Et donc, ce soir, c'est la Haskara. Et c'est pour ça qu'avec l'InMode, on s'est donné comme mission de parler de ce soir de ce grand, du natif de Vologine, qui représente beaucoup et qui a été novateur sur plusieurs points. Pour ce faire, on a deux intervenants de haute qualité ajoutés à l'épingle. Voilà. Bonsoir Aurel et Reftov. Bonsoir. Et bonsoir Ravel Ekling. Ah, il faut allumer le son, je crois. Rav Kling. Bon, c'est pas grave, puisque voilà, tu es avec nous. Ah ouais, bonsoir. Super. Alors, bon, Rav Kling, on te connaît. Et donc, j'aimerais qu'on commence par Aurel. Reftov Aurel. Bonsoir. Et est-ce que tu peux nous d'abord te présenter? Ce soir, on va présenter deux livres qui ont été écrits. Un par le Rav Kling, Relever le défi, et le second de toi, Aurel, Creuser la parole. À mon avis, je crois que c'est les deux seuls livres qui ont été écrits en français sur le natif de Vologine, sur sa pensée, sur sa personnalité, qui il était. Aurel, est-ce qu'avant, tu veux nous dire en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, donc moi je m'appelle Aurel Medioni, je suis photographe et à côté de ça, j'ai une passion de longue date pour les commentaires bibliques. Et ce qui m'a amené à m'intéresser au Netziv, c'est que je dirais, je me suis d'abord intéressé au Pshat. Et je pense que quand on s'intéresse au Pshat, on s'intéresse évidemment à Rashi et pas que à Rashi et au Rishonim. Mais je me suis intéressé au Netziv et en fait, par rapport au livre, en fait, je me suis lancé un peu avant une parashat Bereshit il y a 3 ans, quelque chose comme ça, à écrire un Dvar Torah et à le partager sur WhatsApp. Et à faire ça justement sur le Haemek Davar du Netziv. Voilà, c'était aussi pour moi une façon de pas trop papillonner à travers d'un commentaire à l'autre. Et j'ai choisi le Netziv et du coup quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit si j'écris, il faut aussi le partager. Et puis après tout ça, ça fait la matrice d'un livre qui s'appelle Creuse la parole. Donc Creuse la parole, c'est évidemment un jeu de mots avec Haemek Davar qui veut dire approfondir la parole, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit qu'on n'entend pas bien. Je sais pas si. Oui, alors on entend très bien. Toi, si tu peux mieux te cadrer, Aurel, remonter un petit peu, qu'on voit un Alors petit peu attends. tes épaules. Mais on t'entend parfaitement. D'accord. Alors, effectivement, et puis je crois que en fait, toi, quand tu as voulu sortir donc ce livre qui est Ah oui. selon les parachutes, en fait, selon Ouais. chaque parachat que tu développes, tu t'es rendu compte avec l'éditeur, avec Youssef Azoulay, que en fait, il y avait un ancien livre d'une autre génération que le Rav Kling avait écrit sur le natif, c'est ça? Ouais, absolument. En fait, moi, je le connaissais pas et on était vraiment à la fin et Youssef, à qui on passe le bonjour, je sais pas s'il est par là en tout cas, qui a édité finalement nos deux livres, en fait, avait me parlé tout le temps de ce qu'avait écrit Eli, il y a, je sais pas, 25 ou 30 ans. Et on était à la fin du livre et il m'a envoyé une version PDF que je me suis empressé d'imprimer. Et effectivement, j'ai trouvé, qui s'appelait Relever le défi exactement, enfin qui est ressorti. Et en fait, où j'ai trouvé beaucoup d'éléments historiques qui sont très intéressants parce que moi, en fait, je me suis effectivement intéressé aux commentaires, mais c'est indissociable de toute cette histoire
de la Russie, donc à l'époque de la yeshiva de Vologine, on va dire la Russie de la deuxième partie du 19e siècle. Et voilà, des débuts du sionisme, aussi un antisémitisme qui va aller en se renforçant. Et en fait, le Netziv, il est contemporain de toute cette période. Et c'est aussi, et ça, je pense que Elie va en parler, une personnalité qui est extrêmement intéressante et même extrêmement attachante. C'est de ça justement dont on va parler. Alors justement, Rakoum, on va parler avec toi un petit peu du contexte historique. Qu'est-ce qu'on peut dire du Netziv? Il est né en 1816. Quel est le contexte historique et quels sont les défis pour le judaïsme à cette époque? Bah, écoute, tout le monde sait que le 19e siècle, c'est le siècle des grands bouleversements à l'intérieur du judaïsme. D'ailleurs, c'est des bouleversements à l'échelle mondiale également, mais enfin, en ce qui concerne le judaïsme, c'est particulièrement frappant. C'est le début des grands mouvements euh, qui vont ensuite définir l'identité juive au siècle suivant. Alors, nous avons évidemment les mouvements de la Réforme, on a le mouvement de la Scala, ce qu'on appelle les Lumières. Enfin, le mouvement des Lumières universelles, il était avant, mais chez les Juifs, c'est venu un petit peu plus tard. Et puis, le réveil de la conscience nationale du peuple juif, enfin, tout ça sont des événements dont les prémices, et quelquefois plus que les prémices, vont être perceptibles déjà au 19e siècle, ou en tout cas dans la deuxième partie du 19e, donc la partie où le Netziv est le grand Rosh Yeshiva, le grand recteur de la plus grande yeshiva d'Europe et sans doute du monde de l'époque. Et donc, évidemment, ce genre de problème auquel ce qu'on va appeler plus tard l'orthodoxie juive, c'est-à-dire les juifs qui continuent à être des grands pratiquants de la Torah et des mitzvot et le juif de la Torah, vont être confrontés. Alors certains vont faire comme si le fait même de s'occuper de ce genre de nouveaux mouvements c'est porter atteinte à l'intégrité de leur philosophie du judaïsme, et donc vont faire comme si ça n'existait pas, ils vont passer un petit peu à côté de tout ça en parallèle en disant, écoutez, si ce genre de choses vous intéresse, allez chercher là-bas, mais nous, on continue à étudier de manière traditionnelle. D'autres vont être confrontés au problème et donc vont se placer en porte-à-faux en expliquant pourquoi tous ces nouveaux mouvements sont des mouvements qui sont dangereux pour la survie du peuple juif. Et puis, il y a ceux, comme le Netziv, mais ils sont plus rares, qui vont dire c'est un fait qu'un certain nombre de juifs décident de réfléchir de manière nouvelle à leur identité juive. Eh bien, écoutons ce qu'ils ont à dire et essayons de voir dans quelle mesure on peut donner des réponses appropriées. Justement, avant de parler des réponses, parce qu'il a donné des réponses originales, il a pris des positions assez singulières par rapport aux autres grands de l'époque. Bah, il paraît qu'en fait, le Netziv de Vologine, bah, au début, il n'était pas si doué que ça et il n'était pas prêt d'être Rosh Yeshiva. Raconte-nous ça. Non, en effet, il n'était pas. Non, c'est-à-dire, il est arrivé à Vologine à l'âge de 13-14 ans. Il habitait à Myre, qui était une grande ville juive de Lituanie. Son père était connu comme étant à la fois un homme respectable, Talmid Chacham, en même temps négociant, commerçant, etc. Et pour toutes ces raisons, comme ça se faisait à l'époque, le Rosh Yeshiva de Vologine, en l'occurrence, donc le fils du fondateur de la Yeshiva, est arrivé à Myre, chez la famille Berlin, pour voir si ce qu'il pensait comme, avec intuition était juste, c'est-à-dire s'il pouvait avoir des vues sur le fils de la famille, donc le jeune Naftali Tzvi Yehuda, pour l'amener d'abord à la Yeshiva, à Vologine, pour qu'il étudie là-bas, et puis pour qu'il devienne plus tard le Rosh Yeshiva, un successeur de lui-même ou d'un de ses successeurs. Et en même temps, comme c'était d'usage là-bas à Vologine, il avait également prévu de donner sa fille au Netziv et que le mariage eut lieu. Il faut dire qu'à Vologine, c'était déjà une tradition que les dirigeants de la yeshiva étaient ce qu'on appelait un petit peu, avec un petit peu une ironie comme ça, mais en même temps un grand respect, on appelait ça la cour de Vologine. C'est ceux qui dirigeaient Vologine, c'était une famille en fait, c'était la famille de Raphaïm, le fondateur de la yeshiva, qui était décédé évidemment à l'époque, et puis c'était toutes ces filles, tous ces fils, tous les gendres, tous les cousins, etc. Tout ça formait une sorte d'aristocratie
très mouvementé finalement, et où il se passait plein de choses, tous les gens qui Oui, arrivaient. juste rappeler que Rav Chaim, c'était le grand élève du Gaon de Vilna, pour remettre juste dans le Oui, contexte. absolument. Et la yeshiva qu'elle a fondée donc, à Vologine, c'était une yeshiva qu'il a fondée sur les principes éducatifs de son grand maître, le Gaon de Vilna, qui avait toujours, en plus de ses écrits que tout le monde connaît, il avait une position très, 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 très prononcée sur de quelle manière il fallait enseigner la Torah. Et bon, il est mort sans avoir pu mettre ça en pratique, mais son élève, Rab Chaim, avait décidé de créer la yeshiva d'après les idées révolutionnaires. Justement, du c'est Gaon. quoi ces idées révolutionnaires de la grande yeshiva de Vologine? Pourquoi c'est tellement un phare et qu'est-ce qu'elle a de nouveau, Et de spécial? D'abord et avant tout parce que pour la première fois, bon, les yeshivot existaient de tout temps, mais c'est une nouvelle conception. La yeshiva de l'époque, avant Vologine, c'était dans chaque petite ville ou dans chaque grande ville juive, il y avait le fameux Beth Midrash où les jeunes allaient étudier là-bas et puis revenaient le soir à la maison et ils passaient un certain nombre de temps à l'étude du Kodesh. Après, suivant les capacités des uns et des autres, rester plus ou moins longtemps, mais c'est comme ça que ça se faisait. Et lui, le Gaon, pensait que c'est pas comme ça qu'on peut enseigner réellement la Torah, parce que si tu enseignes la Torah dans la journée, et puis après le gosse il revient le soir avec ses parents, ses frères, ses sœurs, etc., l'essentiel de l'enseignement, il passe pas, parce que pour vraiment étudier la Torah, il faut que ça soit quelque chose de plus complet, il faut que ce soit une ambiance, enfin bref, il faut les avoir sous la main 24 heures sur 24. Et c'est l'idée de la yeshiva qui est une yeshiva internat. Et bon, aujourd'hui, ça semble évident, la plupart des yeshivot le sont. À l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Donc, il s'agissait, si tu veux vraiment étudier la Torah, il s'agissait d'aller dans une yeshiva, d'y rester quelques mois sans rentrer à la maison, de rentrer uniquement pour les deux périodes dans l'année, qui sont les périodes des fêtes de Pessah et de Sukkot, et revenir ensuite à la yeshiva. Cette idée était révolutionnaire, et la première yeshiva qu'il a mise en application, c'est celle de Vologine. C'est pour ça qu'on l'a appelée depuis Em HaYeshivot, la maman de toutes les autres yeshivot du même style, qui sont devenus donc ce genre d'endroit où on quitte la maison, on quitte le contexte familial pour pouvoir réellement recevoir l'enseignement dans tous les sens du terme enseignement, donc pas seulement l'étude du texte, mais tout le reste, tout ce qui va autour. Prenez par exemple la halakha, il est évident que si vous apprenez quelque chose à la yeshiva, que vous rentrez à la maison tous les soirs et que votre père vous dit « mais non, on n'a pas l'habitude de faire comme ça », ça crée un certain conflit, puis finalement, le gosse qui ne veut pas faire de vagues à la maison, eh ben, il fait ce que son père lui dit, et puis la yeshiva, il le vit un petit peu comme quelque chose d'en plus, extérieur à lui-même. À partir du moment où tu restes là-bas pendant des mois et des mois, bon, bah, tu es formé d'après l'enseignement de la yeshiva, et ça n'a rien à voir. Donc, c'est la première, si vous voulez, révolution de Vologine, c'était de créer cette yeshiva internat, cette yeshiva où on est là 24 heures sur 24, les Shabbatot, les fêtes, etc., sauf donc les deux grandes fêtes. D'ailleurs, c'est toujours valable aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle ça Ben Azmanim. Ben Azmanim, c'est justement les quelques périodes de l'année où le gosse n'est pas censé être à la yeshiva. Bon, alors, évidemment, aujourd'hui, ça change un petit peu. Tu as toujours des yeshivot de ce style-là. Et puis aussi, tu as aussi des yeshivot. Il y a tellement d'yeshivot aujourd'hui. Et puis, les centres juifs finalement sont plus concentrés que ce que c'était à l'époque. Donc, on est revenu également au style des yeshivot de l'époque. On va étudier le matin, on revient dormir à la maison. Mais comme vous le savez, les yeshivot, les grandes yeshivot sont encore des yeshivot du style Vologine. On reste là-bas le temps qu'il faut. Super. Avant de continuer dans le contexte historique, il faut dire la vérité. Donc, le Nativ a écrit beaucoup d'œuvres. La plus connue, c'est le Emek Davar, donc c'est son pirouche sur le Chumash. Et son introduction à Bereshit est très connue. Et Aurel, en fait, dans Ki Teitzei, page 207 de ton livre, tu nous parles de ce thème, en fait, de cette fameuse introduction au livre de Bereshit. On va bientôt commencer Bereshit. Et oui, les amis, c'est bientôt la fin des vacances. Les Spirot Bereshit, on repart. Et tu as appelé ça 2 poids, 2 mesures. Est-ce que tu peux nous donner la vision du Nativ et le nom qu'il a donné finalement à ce livre de Bereshit? Pourquoi c'est tellement important ce livre des patriarches? Oui, alors en fait, ça c'est dans le Emek Davar. D'ailleurs, une particularité de Emek Davar pour faire le lien avec
avec ce que disait Élie, c'est qu'en fait, c'est au départ, il y avait un cours de Chumash qui était tous les matins à Vologine, qui était une particularité. Et donc, ce cours que donnait, enfin, à l'époque du Netiv qui donnait lui, c'est ça qui a été la matrice de, après son commentaire, le Hamek Davar. Et en fait, dans ce commentaire, qui est un Chumash, donc c'est un Chumash avec donc chaque verset, ou pas chaque verset, mais en tout cas la plupart des versets qui sont avec le commentaire donc du Nativ. Donc, il y a en plus, il y a une introduction sur chacun des séphers. Effectivement, je rapporte dans le livre alors un texte qui est très souvent rapporté du Nativ, qui est dans l'introduction du Sefer Bereshit, parce que le Sefer Bereshit, c'est un Sefer, donc il va dire, il s'appelle le Sefer Hayashar. Il va dire la même chose dans le Shemot où il dit c'est le Sefer HaGeoula, et donc c'est ça le thème du Sefer Shemot. Et donc là, en fait, ce texte, il est très souvent rapporté pour nous enseigner qu'en fait, on va dire, la thématique de Bereshit, c'est les Havot. Et ce qui caractérise les Havot, c'est leur yashrut, c'est-à-dire leur droiture. Et en fait, le Nativ, dans ce texte, fait une référence aux hommes qui ont vécu à l'époque du Second Temple, où c'était une époque où il y avait beaucoup de Torah et de connaissances. Et bon, on connaît l'histoire qui s'est passée à l'époque, effectivement, avec du Homère et des disputes qui a pu avoir, le manque de respect, etc., entre les sages. Et en fait, ce thème-là, il le développe à propos de Bereshit pour nous dire que justement, que c'était des hommes qui n'avaient pas, qui leur manquait peut-être l'essentiel, c'est-à-dire cette yashrut, cette droiture, et que ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et c'est ça l'enseignement principal du Sefer Bereshit à travers les Havot, c'est la droiture des Havot. Et donc ce texte-là, il est très souvent repris, voilà, pour enseigner que voilà, chacun peut avoir, on peut avoir chacun nos problèmes de hashkafa ou penser différemment les uns les autres, mais que derrière ça, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. Et cette droiture, en fait, c'est voilà, c'est quelque chose qui est un point sur lequel voilà, le Netiv met l'accent dès l'introduction du Sefer Bereshit. Je cite la traduction, tu vas rebondir, Rav Kling. Je cite la traduction que tu as mis ici. Dieu est Yachar et ne tolère pas de tels tzadikim, mais seulement ceux qui suivent un chemin droit dans la vie de tous les jours. Dieu ne tolère pas le manque de droiture, même si cela en fait au nom de Dieu. Donc le manque de droiture, car ce comportement entraîne la destruction. Oui, Rav Kling, tu veux rajouter un point? Non, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que le texte est cité et recité parce que, sans doute, pas pour la première fois, mais de la manière la plus, j'allais dire même la plus forte et qui peut sans doute même choquer, il fait donc la différence entre celui qui connaît, celui qui est pieux extérieurement et celui qui est droit. Il dit le livre ne s'appelle pas pour rien Sefer Hayashar, le livre de la droiture, et pas le livre de la tzidkout, le livre des tzadikim, parce qu'il y a des tzadikim qui ne sont pas yesharim. Et ça, quand tu as une grande barbe et que tu es Rosh Yeshiva, il faut avoir le courage de le dire. Donc il parle certainement, je ne sais pas qui faisait allusion à son époque, mais enfin, on ne le saura sans doute jamais. Enfin, il est en train de nous dire qu'il y a un phénomène qui existe. Ne vous fiez pas aux grandes barbes. Il y a des gens qui sont des grands tzadikim, etc. Mais ils ne sont pas yesharim. Mais ce genre de tzadikim, Dieu n'en veut pas. Et c'est pour ça qu'il a commencé donc, le Chumash, le bon Dieu, par l'histoire des Havot qui, en effet, eux, étaient droits. Et c'est par là qu'il faut commencer, avant de commencer Shmot, Vaïkra, enfin l'étude de la Torah elle-même. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la droiture. Voilà, donc c'est un texte fondamental du Bien fait. Alors moi, ça me rappelle un peu ce Derech Eretz Kadma la Torah, d'une certaine manière, d'avoir cette droiture avant d'avoir des bonnes midotes avant de pouvoir étudier la Torah. Et je retourne à la question précédente que je t'ai posée sur les défis, justement. Parce que quand on parle de Derech Eretz, moi, je pense au Rav Hirsch, Derech Eretz Im Torah, mais le natif de Vologine face aux défis, comment il a fait justement face à ces défis de la Scala, de la réforme, comment lui il a répondu?
Ouais, il y a pas mal de points communs finalement quand on réfléchit sur le fond entre ces deux rabbinim qui vivaient à la même époque, mais qui étaient qui est éloignés à la fois géographiquement et culturellement aussi. Et c'est pas du tout la même ambiance en Allemagne, à Francfort, qu'à Vologine en Lituanie. Mais ils sont confrontés au même problème. Et c'est vrai que la réponse que donnait Laura Wirsch à ces défis, c'était aussi quelque chose qui tranchait un petit peu avec la plupart des rabbinim de son époque. Au lieu de dire c'est de la bêtise d'aller étudier en faculté, par exemple, à l'université, parce que regardez le danger que ça provoque. Depuis qu'on a ouvert les portes des universités aux jeunes juifs, ils ont abandonné l'étude de la Torah, les yeshivot, et avec les dégâts que l'on sait, donc la réforme, etc. Et au lieu de ça, il faut au contraire leur dire très bien, vous êtes intéressés par une curiosité intellectuelle qui est très saine, vous êtes intéressés par les études profanes, ce n'est pas du tout contradictoire avec l'étude de la Torah. Et moi, je vais vous montrer qu'on peut faire l'un et l'autre. Et c'est en fait la signification qui donnait à ce fameux Torah im derech eretz, le mot derech eretz, qui a des dizaines de significations possibles. Enfin, depuis le savoir-vivre jusqu'aux connaissances générales, lui, il prenait ça comme connaissance générale. Et lui-même, donc il arrivait à parler, si vous voulez, la langue de ces jeunes étudiants juifs. Et c'est comme ça qu'à Francfort, contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne en général, à Francfort, l'élite intellectuelle juive était restée malgré tout autour de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors, évidemment, les problèmes ne se posent pas exactement de la même façon en Europe orientale, et la réforme n'arrive pas encore à ce stade-là. Et même ceux qui laissent tomber la Torah, et il y en a en effet de plus en plus, parce qu'avec beaucoup de retard, la Russie aussi commence à ouvrir les portes des universités à certains juifs, dans une politique de russification bien acquise. Et ça se fait progressivement, mais même ceux qui laissent tomber, ils ont malgré tout une attache très profonde avec les textes du judaïsme traditionnel, parce que eux, ils ont appris justement dans les cheder, dans les yeshivot, ktanot, etc. Et même s'ils ont laissé tomber ensuite la kippa, comme on dit aujourd'hui, ils restent très liés à tout ça. Et donc, ce n'est pas exactement le même phénomène. Mais ceci dit, il a un petit peu la même réaction en disant, OK, très bien, je ne vous interdis pas d'aller étudier. Et même, c'est une très bonne chose, il développe cette idée de la menorah à 7 branches, qui sont les 7 chokhmot, et que pourquoi pas, à condition de savoir quelle est la chokhma essentielle et quels sont les autres chokhmot qui ne peuvent que l'enrichir finalement. Et voilà, il n'était pas contre. Il avait très peur que la yeshiva devienne une académie universitaire, donc peut-être qu'on en reparlera après, mais il n'était pas contre le principe même d'ouvrir les yeux et de regarder. Pour lui, le mot université, ce n'était pas un gros mot. D'ailleurs, lui-même, c'est assez incroyable, parce que c'est un bonhomme qui n'a jamais quitté finalement la yeshiva, et pourtant, on le voit aller jusqu'à Pétersbourg, l'université, la grande université là-bas, pour essayer de trouver des textes anciens, parce qu'on lui a dit qu'il y avait là-bas des kitveya, des manuscrits de textes juifs, etc. Il va vérifier pour comparer l'authenticité. C'est une démarche scientifique, c'est pas une démarche de rave classique d'une yeshiva. C'est intéressant que le natif, lui, n'a pas peur de ça, quoi. Il y va, et on le sent bien dans l'ambiance qui régnait à Vologine. On sent bien qu'il n'y a pas une guerre à outrance contre le principe même de faire des études générales. Bon, ça, c'était pour le côté Ascala, pour le côté, donc, si tu veux, ouverture aux autres sciences dans le monde. Mais à part ça, il y avait évidemment d'autres défis dans le 19e siècle. Et alors, par exemple, au niveau de la réforme, là, il n'était pas du tout en phase avec les orthodoxes d'Allemagne, y compris avec le Rav Hirsch. Là-bas, il y avait une grande question qui s'est posée, qui a été tranchée. Faut-il complètement séparer les deux communautés, la communauté libérale qui prenait de l'importance et la communauté orthodoxe? Est-ce qu'il faut réellement décider que c'est deux mondes différents et qu'on ne doit pas avoir de rapport avec les autres, les uns avec les autres? Vous savez que c'est un débat qui existe encore en Israël aujourd'hui. Il y en a récemment, il y a un rav qui a osé faire un zoom avec une représentante du judaïsme libéral. Il s'est fait taper dessus de manière assez virulente. Donc, la question de savoir comment réagir face au monde de la réforme et au monde libéral, c'est une question qui a commencé à cette époque-là, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et lui, le natif,
il pense qu'il ne fallait pas séparer les communautés. Il pense que c'est comme ça que le temple a fini par être détruit finalement, et que faire des cloisons entre nous, entre les juifs, c'est ce qu'il y a de pire, et que même si on n'est pas d'accord, on peut essayer de discuter, etc. C'est intéressant. Bon, certains lui ont reproché, certains orthodoxes d'Allemagne, des collègues à lui ont reproché de dire ce qu'il dit parce qu'il n'est pas au courant de la virulence et du danger réellement de la réforme en Allemagne, parce que là-bas, en Russie, elle n'est pas aussi importante. Et que s'il vivait en Allemagne avec nous, eh ben, il verra bien qu'il n'y a pas d'autre solution. En Russie, c'est une autre, c'est une autre réforme, si on peut dire, parce que c'est vrai que c'est pas des communautés séparées ou des orgues dans les synagogues pour faire comme l'Église, mais effectivement, effectivement, ça va être quelle place par rapport à l'étude du russe que le gouvernement veut rendre obligatoire. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Moi aussi, j'ai la comparaison avec le monde de Rav Shimshon Raphaël Hirsch en Allemagne, mais c'est vrai que c'est un défi qui semble proche sans être exactement le même. Donc c'est difficile de dire qu'est-ce qu'aurait fait le natif s'il avait été en Allemagne, mais il y a un texte effectivement, je crois que c'est dans sa correspondance où effectivement il exprime que il est inquiet que de voir qu'on fasse des communautés séparées dans le sens où lui dans sa vision effectivement c'est on doit essayer d'avoir une communauté la plus unitaire possible, parce que si on rentre dans des schémas de scission, on va rentrer dans des problèmes tels que ceux qu'il y a eu à l'époque du deuxième temple, quoi. C'est marrant parce que ce que vous êtes en train de dire, ça me rappelle en fait ce que tu as choisi pour Noach, le projet des hommes de la tour de Babel. Oui. Et tu ramènes là-bas le Emek Davar, et que vous connaissez certainement tous les deux, sur le Devarim Achadim. Oui. Et est-ce que tu veux le développer ou tu veux que je lise une phrase et tu rebondis? Ouais, vas-y. Alors, la phrase que j'ai soulignée, c'est comme ça, et ça rejoint exactement, je pense que ça rejoint un petit peu le débat qu'on a ici. La diversité des opinions humaines consistait alors un obstacle à éliminer. Ça, c'était donc la vision de ceux qui ont construisé la tour de Babel. Il fallait éliminer la diversité des opinions humaines. Ils craignaient que quelqu'un ose émettre une opinion différente à la leur, écrit le Native. C'est la raison pour laquelle ils ont fait en sorte que personne ne puisse s'extraire de leur cité en le condamnant à être brûlé. Donc, c'est un petit peu ça, à quel point on est ouvert à des opinions qui sont un peu différentes. Ce n'est pas à 100% comme nous voudrait, c'est ça? Ouais, non, il y a quelque chose de très moderne dans ce texte. D'ailleurs, quand moi, je l'avais vu, je me suis rendu compte qu'après, il a été repris dans une série, dans la série de Rabbi Jonathan Sacks, que vous connaissez sans doute, qui est très prisé des anglo-saxons et qui, de ce que je sais, est en cours de traduction en français. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle parce qu'il y a des textes vraiment très, très intéressants. Et donc, dans les textes de Rabbi Jonathan Sacks, je me suis rendu compte qu'il reprenait ce natif pour dire qu'il y avait quelque chose de très moderne et par rapport au fait que voilà, c'est un espèce de projet justement totalitaire dans les hommes de la tour de Babel. Et que effectivement c'est ça que le Native dénonce en fait dans son commentaire, quoi. Voilà, il y a pas mal de commentaires où il y a des idées qui sont comme on dit qui sont un peu contre-intuitives. Donc c'est aussi une des aspects que j'ai appréciés dans le Native. J'ai parlé au tout début du Pshat. Il y a, sinon, je pense que ce qu'il faut dire par rapport aux commentaires de manière générale, il y a des thématiques qui reviennent souvent, qu'il apprécie particulièrement, c'est Eretz Israël. Et c'est aussi l'importance du Limud Torah, ça, voilà. Mais il y a aussi un aspect, alors ça c'est plus ça c'est moins au niveau des thématiques, mais
l'aspect quand même dans les commentaires du Native, comme on a parlé du pshat au début, c'est effectivement, pour reprendre une expression de Daily Kling que j'ai appréciée dans son livre, c'est les profondeurs du pshat. Donc voilà, on va essayer de, comme on dit, Mikra Yotzemide Pshuto, qui veut dire le texte ne se départit, si on peut dire, jamais de son sens simple. C'est-à-dire qu'il y a toujours, au niveau du sens simple, quelque chose à apprendre. Et donc ça, c'est vrai que ça fait partie presque au niveau de la méthodologie du native. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que, par exemple, il y a un terme en hébreu qu'il utilise beaucoup dans son commentaire, c'est meyutar. C'est pourquoi, meyutar, ça veut dire en trop, quoi. Donc superflu. Pourquoi et c'est ça que moi qui m'a plu, c'est pourquoi la Torah s'écrit de cette façon. On pourrait dire les choses comme ça. Pourquoi voilà, bon, je vais pas refaire tout mais au début du livre, c'est vrai que je prends cet exemple qui est j'ai vu qu'il y a que le native qui répond à cette question. C'est écrit Yosef est mort, Yosef a vécu 110 ans. Yosef est mort à 110 ans et un peu plus loin, Yosef a vécu 110 ans. Donc après, le native a essayé de comprendre pourquoi c'est répété. Et il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, où dire ce mot-là est un mot en trop, et cette façon-là très analytique finalement de réfléchir sur le texte, moi personnellement, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup apporté. Mais voilà, au-delà de ça, on va dire, si on regarde au niveau thématique par rapport à ce qu'on veut dire dans la suite, et puis peut-être que Eddie Kling aura des choses à ajouter, il y a beaucoup de commentaires sur la thématique d'Eretz Israël, sur aussi l'importance du limoud. Et bon, voilà, on va dire, c'est beaucoup et Eretz Israël, voilà, il y a une importance particulière chez le natif qui va, voilà, avec. Alors, avant d'en parler voilà. au niveau, on va dire, politique, on va parler un petit peu au niveau des sources. Et là, je suis donc dans le livre du Rafli. Moi, j'ai eu le mérite d'avoir l'édition, la première. J'ai chopé à mes beaux-parents. C'est celle qui a été éditée il y a 25 ans. Et donc, page 65, tu vas nous dire, parce que c'est intéressant, il parle du limoud, il parle du pilpoul. Je crois que c'est un peu une bicorette aussi, je ne sais pas, sur le pilpoul, peut-être, tu vas nous dire. Et c'est comme ça que le natif écrit. Je lis les quelques phrases que tu as ramenées. La méthode du pilpoul était historiquement incontournable. Et voilà ce qu'il dit. La qualité intrinsèque d'Eretz Israël permet d'accéder à la compréhension de l'enseignement sans grand effort de recherche. Mais la Babylonie est un gouffre obscur duquel la lumière de la Torah est, pour ainsi dire, absente. Pour illuminer ces ténèbres, il faut se munir d'une grande torche. C'est ce que cherche à faire le pilpoul de Babel. Puis après, il explique à quoi ressemble le pilpoul ou quelqu'un qui est dans une maison, qui doit tâtonner à droite à gauche. Qu'est-ce que tu m'en dire, Rafling, de ça? Il a une approche d'Eretz Israël qui est mystique. C'est-à-dire que Eretz Israël, ce n'est pas seulement la terre où doit s'appliquer la Torah, ce n'est pas seulement la terre du retour qui devrait se réaliser le plus vite possible, c'est également la terre de la prophétie. Bon, évidemment, et ce n'est pas le premier à le dire. Et puis, c'est aussi, et ça peut-être qu'il le dit avec plus de force que d'autres avant lui, c'est aussi la terre du Limoud Torah par excellence. Et comme le Limoud Torah, l'étude de la Torah, c'est la valeur la plus importante pour quelqu'un à Vologine, puisque c'est le Gaon de Vilna qui a placé l'étude au-dessus de tout le reste. C'est l'étude pour l'étude, il faut bien comprendre. Ce n'est pas l'étude qui va nous permettre d'être plus morale ou l'étude qui va nous permettre d'avoir plus de crainte de Dieu. Non, c'est l'étude pour l'étude. C'est-à-dire il faut étudier parce que c'est une mitzvah de savoir qu'est-ce que Dieu a décidé de nous transmettre comme message. Donc l'étude de la Torah, elle est importante pour elle-même. À Vologine, on étudiait toute la Torah du début jusqu'à la fin, tout le Talmud du début jusqu'à la fin. Il n'y avait aucune masechet, aucun traité qui était sauté. On étudiait du matin jusqu'au soir et du soir au matin. On pensait, comme le Gaon de Vilna l'avait écrit, on pensait que s'il y avait
moment dans le monde où un juif n'ouvrait pas un livre de Torah, le monde retournerait réellement au chaos initial, au tohu-bohu. Et donc, comme à Vologine, on ne se fiait pas sur les autres obligatoirement sur ce qui se passait de l'autre côté de la planète, eh bien, ils ont décidé que là-bas, ici à Vologine, on va étudier 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. On va étudier pendant le Shabbat, pendant les fêtes, pendant Kippour. Il y avait des roulements qui se faisaient pour que jamais la voix de la Torah ne s'éteigne à Vologine. Donc, vous voyez, il avait une vision très mystique. Alors, pour revenir sur le problème d'Eretz Israël, il pensait en effet que l'étude de la Torah, c'est une sorte de labyrinthe. Et si le labyrinthe est entièrement dans l'obscurité, tu n'as pas d'autre possibilité que d'ouvrir une torche et de tâtonner, d'aller d'un endroit à un autre jusqu'à ce que tu trouves la porte de la sortie. C'est ce qu'on appelle le pile-poule. Alors, quelquefois, c'est des impasses, quelquefois, tu cognes la tête contre le mur, quelquefois, ça n'a aucun sens, mais c'est pour mieux retrouver ensuite le vrai sens et arriver à la lumière de la sortie. Tandis qu'en Eretz Israël, dit-il, ce qui se passe, c'est que la lumière de la divinité, en fait, est percevable. Alors, c'est vrai que tu es dans un labyrinthe, mais tu vois la lumière, le ray de lumière là, qui pointe quelque part, et donc tu n'as pas besoin de tâtonner de salle en salle et de mur en mur, tu peux aller directement, et donc tu as moins besoin de pile-poule. Et c'est vrai que bon, moi je ne suis pas un grand spécialiste du Talmud de Jérusalem, mais les spécialistes nous racontent que là-bas, dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, il y a en effet moins de tâtonnement. On va plus rapidement à l'essentiel, il est plus court que le Talmud de Jérusalem. Et sans doute, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, bon, tant qu'on est en exil, ben, on n'a pas tellement le choix, et donc, d'accord. Mais n'oublions pas que le principal, c'est d'essayer quand même de trouver l'authenticité de l'étude de la parole divine sans être obligé de passer à droite, à gauche par toutes sortes de tâtonnements. Donc, il n'aimait pas tellement. Il reconnaissait la fonction du pile-poule, mais il n'aimait pas, et dans l'étude du Chumash, comme vient de le dire Aurel, et dans l'étude de la Gemara, il n'aimait pas ce genre de gymnastique intellectuelle qui, d'après lui, nous éloigne de ce que les maîtres veulent réellement dire, de ce que la Torah veut réellement dire, et qu'il faut retourner au pshat. Il faut retourner au pshat. Je me suis posé une question. On a beaucoup parlé en fait du Gaon de Vilna, qui est un de ses maîtres, mais est-ce qu'il avait peut-être d'autres maîtres, le natif de Vologine? C'est pas un de ses maîtres, le Gaon de Vilna, puisqu'il ne l'a pas connu. Il l'a jamais connu. Non, il ne l'a pas connu. Il l'a pas connu. Et comme il est parti à 13 ans de la yeshiva, de la maison, pardon, c'est compliqué de parler d'autres maîtres que lui. Il avait son maître, c'était le premier maître qu'il a eu, c'est son père, bien sûr. Et ensuite, c'est à Vologine qu'il s'est formé. Et en fait, c'est un autodidacte au niveau de la Torah. Il a pris sur lui. Tu disais tout à l'heure, je ne sais pas, on n'a pas rebondi là-dessus, mais tu disais tout à l'heure qu'il n'était pas. Il n'a pas tout de suite été reconnu pour sa juste valeur. Et en effet, d'abord parce que c'était quelqu'un de modeste et qui ne se mettait pas en avant, tout simplement. Et aussi parce que sans doute que même objectivement, il a eu du mal au départ à comprendre, comment est-ce qu'on appelait ça, le pshat profond, les profondeurs du pshat, à comprendre réellement ce que Talmud voulait lui dire. Et donc, il s'est dit, il faut que j'y aille avec beaucoup de persévérance. Et en fait, pendant des années, une vingtaine d'années, il a pratiquement pas quitté sa chambre ou le Beth Midrash, il étudiait tout seul. Et alors, au bout d'un moment, quand il y avait des grandes questions, au lieu de poser la question au Rosh Hashiva, pourquoi il ne posait pas au Rosh Hashiva, j'en sais rien, mais au lieu de ça, il avait une correspondance soutenue avec les grands de la génération, enfin certains d'entre eux en tout cas qu'il respectait beaucoup, et c'est comme ça que son beau-père finalement s'est rendu compte que c'était quelqu'un de formidable, parce qu'un jour il est rentré dans sa chambre, et puis ses yeux se sont posés sur cette fameuse correspondance qu'il avait avec le Rav Luria de l'époque, et il a vu le genre de Torah que son gendre écrivait, et là tout à coup il lui a dit, bon écoute, c'est dommage de garder tout ça pour toi, donne des cours. C'est comme ça qu'il a commencé à donner des cours à la yeshiva, et puis après l'histoire est connue. Mais c'est vrai qu'au départ, il n'était pas. C'est pas le genre de. Dans ce genre de grand de la génération, souvent, il y a des histoires qui sont quelquefois un petit peu exagérées, mais quelquefois vraies. Du petit génie, à 5 ans déjà, il savait répondre à la question obscure d'un Tosfot, et à 8 ans, il connaissait par cœur, je ne sais pas quoi, etc. Success story. Oui, ouais, d'accord, mais tu n'as pas du tout ce genre de truc. Le natif, c'est quelqu'un qui, pour lui, il n'y a pas de secret. Il faut étudier, il faut faire des efforts, et c'est avec des efforts qu'il arrive. Et quand il signait les lettres, la plupart des lettres qu'il signait, il signait Naftali Tzvi Yehuda Ha'amel Batorah, celui qui se fatigue à étudier, celui qui fait les efforts pour y arriver.
c'est quelqu'un qui faisait des efforts, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à percer finalement et à devenir ce qu'il est devenu. Ce qui est un exemple pour nous tous. Hein. C'est vraiment à contre-pied de notre société actuelle où on essaie de faire le moins d'efforts pour avoir le plus de résultats le plus vite possible. À qui le dis-tu? À qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Aurèle, est-ce que tu veux rebondir sur ce qu'on a dit? Ouais, juste pour par rapport à ça, comme tu voulais savoir les rabbinim à l'époque, je sais que quand le Netziv a été Rosh Yeshiva, il a dû l'être pendant entre pratiquement 40 ans. 40 ans. Il y avait eu un grand débat qui a été tranché par un Beit Din pour savoir qui devait diriger la yeshiva. Et en fait, son concurrent, hein, si on peut dire entre guillemets, c'était le Beth Halevi, donc de la famille Soloveitchik, donc on va dire l'ancêtre de la grande famille Soloveitchik. Et en fait, ils avaient après des liens entre les Netziv et eux dans la famille. Voilà, il y a aussi un lien. Donc ils sont en famille. Il y a aussi le neveu du Netziv, c'est le Torah Mima. Donc le Beth Halevi, c'était, on va dire, plus ou moins l'alter ego du Netziv à Vologine, qui a aussi un commentaire qui est que sur Bereshit et Shemot, qui est aussi très connu dans les yeshivot. Et en fait, voilà, on va dire toute la dynastie de ce qu'on appelle les Briskers. Ils sont complètement liés avec la yeshiva de Vologine, quoi. Donc c'est tout un monde intellectuel qui est en fait voilà, qui a après aujourd'hui évidemment cette yeshiva n'existe plus, mais ça veut dire que comme l'a précisé Elie, c'est la mère on l'appelle la mère des yeshivot lituaniennes, et effectivement toutes les structures qu'on connaît aujourd'hui, elles descendent de ce type d'études-là qu'il y avait à Vologine, quoi. Le comité des 4 rabbins qui devait trancher finalement qui va succéder au 3e Rosh Yeshiva, est-ce que c'est le Netziv ou est-ce que c'est le Rav Yosef Dov Halevi Soloveitchik? Finalement, la grande discussion, c'est une question de fond sur la méthode du limoud. Et le Rav Yosef Dov, donc Soloveitchik, lui, il était plus pilpouliste, avec un esprit très, très aiguisé, alors que le Netziv était plus encyclopédique, il connaissait les choses de manière systématique. Et donc, finalement, ils ont choisi, donc ce n'est pas seulement un choix de personne, hein, c'est un choix d'Erech Halimoud. Et ensuite, il est parti à Brisk, donc en effet, le Rav Yosef Dov, et puis c'est venu donc la lignée mais lui-même descendait de Raphaïm, donc en fait, lui, il était plus prince, si vous voulez, dans la cour, que le Netziv, qui était une pièce rapportée. Vous voyez. Et finalement, tu as raison de préciser qu'ils se sont retrouvés avec des liens familiaux, puisque le fils de Rav Yosef Dov a épousé la petite fille du Netziv. Il est revenu à Vologine après. Ouais. Et pour il nous reste encore un quart d'heure, on va dire. On va prendre encore un quart d'heure pour terminer cette émission. On a commencé à parler justement de Eretz Israël. Tu m'as parlé peut-être donc justement de cette importance de l'étude en Eretz Israël, et tu as dit en un mot la prophétie. Et je cite ce que tu dis: comme si les ondes prophétiques étaient centralisées autour de Jérusalem et qu'en s'éloignant, on en ressentait encore les effets, mais de plus en plus faiblement. Et tu rapportes une explication du Emek Davar, Elie, par rapport à Avraham Avinu. Est-ce que tu veux développer ça? Est-ce que c'est lié aussi à l'étude peut-être de Torah Tassod? Est-ce que le Netziv était versé dans Torah Tassod ou pas? En tout cas, s'il était versé, il ne le dit pas et on ne le voit pas dans ses écrits. Mais pour revenir à l'histoire de la terre de la prophétie, bon, c'est ce que développe également Rabbi Yehuda Halevi, qu'il n'y a de prophétie qu'en Eretz Israël ou en faveur d'Eretz Israël, puisque nous savons qu'il y a eu des prophètes qui ont prophétisé à l'extérieur, comme Yecheskel par exemple, mais c'était toujours par rapport à Eretz Israël. Et en effet, lui, il pense que les ondes de prophétie ont un épicentre finalement, et que après tu peux encore entendre quelque chose, mais de manière très, très affaiblie. Plus tu t'éloignes et moins tu ressens. Pour Abraham, Abraham, il a entendu, quand il était à l'extérieur du pays, il a entendu la voix divine qui lui demandait justement d'aller en Eretz Israël. Et quand il est arrivé, quelques versets après, il écrit Vayira. Et là, Hachem, il a une révélation prophétique qui ne pouvait se produire que parce qu'il était rentré en Eretz Israël. Donc, l'attachement du Netziv pour Eretz Israël est quelque chose de connu. C'est vraiment une des pièces maîtresses de son enseignement. Et au niveau de ses écrits
de ses différents écrits, de cette correspondance, etc., et au niveau de son engagement, alors cette fois-ci, on peut le dire, pratique, politique. On va en parler de suite, mais j'aimerais revenir à un sujet pour finir avec le sunni. On va finir avec cette question. Aurel, tu développes dans la paracha de Vagishlach, je crois, tu développes le thème de Yaakov, Israël et des nations. Et Ouais. le natif a une phrase qui t'a interpellé, en fait, Ouais. qui t'a vraiment interpellé, puisque lorsque Yaakov reçoit le nom d'Israël, donc tout le monde comprend qu'il a un nom qui s'appelle Yaakov, il a un nom qui s'appelle Israël, et le natif écrit dans ton commentaire, et toi, ça t'a posé beaucoup de questions. Aval umot haolam korim rak beshem Yaakov. Les Ouais. nations l'appellent uniquement Yaakov. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi finalement, alors qu'il reçoit le nom d'Israël par Esav, qui représente les nations, le natif écrit là-bas dans son commentaire, mais les nations l'appellent Yaakov uniquement Yaakov. Oui, alors moi, c'est effectivement ce texte, il m'a un peu, il m'a interpellé. Alors après, ce qu'a voulu dire le native là-dessus, c'est peut-être un peu voilé. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai compris, en tout cas, de ce qu'il dit, c'est que la dimension d'Israël, c'est une dimension messianique. Alors, il le dit peut-être pas comme ça, mais que quelque part les nations, voilà, les nations en voulant l'appeler Yaakov, c'est une façon de dire tu restes le juif des nations et on peut pas t'appeler. C'est comme si ça leur faisait du mal de l'appeler Israël, quoi, de l'appeler Israël. Donc voilà, c'est bon, moi ça m'a tout de suite fait penser voilà, au christianisme qui n'a pas vraiment enfin, accepté l'État d'Israël, en tout cas reconnu comme, bon, comme il se doit, on va dire, ou quand on entend l'entité sioniste, etc., c'est comme une façon de ne pas nommer Israël. Donc, et en fait, ça m'a fait comme un flash quand je lis ce native qui dit « Les nations du monde ne l'appellent que Yaakov ». Quoi. Donc, voilà, il y a quelque chose qui, en tout cas, qui interpelle. Après, chacun peut y voir. Moi, pour moi, c'est ça que ça veut dire, mais... Ouais, je ne sais pas ce que Élie en pense, mais... Non, mais le passouk lui-même, le verset lui-même, quand il parle d'Israël, pour la première fois, il explique qu'est-ce que ça veut dire Israël, qui s'arrita, celui qui se bat, celui qui lutte. Alors que Yaakov, qui a fini, c'est celui qui essaie d'arriver à ses fins par des moyens plus ou moins détournés. C'est vrai, oui, aussi. Voilà, et que le juif de l'exil, finalement, c'est un juif qui, par la force des circonstances, est obligé d'inventer des choses pas toujours très, très droites pour pouvoir survivre et pour pouvoir se développer. Tandis qu'en Eretz Israël, eh ben, tu retrouves ta véritable identité qui est celle d'Israël réellement, le lutteur, et puis également, ça vient de Yachar aussi, Israël, l'homme droit, etc., etc. Donc il y a en effet les deux problématiques de Yaakov Israël, Israël étant plus facilement associé à l'idée du juif qui retourne sur sa terre que du juif qui se trouve en exil. Justement, je te cite, je cite ce que tu as écrit, Aurel. Alors que l'ange d'Esav assigne au peuple juif une place de lutteur devant Dieu, donc Israël, l'inconscient collectif des nations veut assigner le nom juif à Yaakov, aux juifs errants, aux juifs sans défense, aux juifs sans patrie. C'est un petit peu ça. Et justement, maintenant, nous, on a une patrie. On est sorti un petit peu de ce Yaakov. On est passé à cette phase de Israël. Ravni, est-ce que tu veux nous développer un petit peu la position, justement, face au défi du sionisme? On a dit qu'il avait beaucoup d'amour pour Israël, mais j'imagine que ce n'était pas le seul qui avait de l'amour pour Israël et qu'il en a parlé plus ou moins. Mais lui, il a traduit ça aussi par des actes politiques, le natif. Oui, enfin, quand on parle de sionisme avec le natif, il faut faire attention parce que ce n'est pas exactement ça. Le sionisme politique tel que nous le connaissons date de Herzl. Et le natif n'a pas connu Herzl. Le premier congrès sioniste, je vous rappelle, c'est 1897. Le natif n'est déjà plus de ce monde. Mais il existait, comme vous le savez, avant Herzl, il existait un mouvement de retour en Eretz Israël qu'on appelait, non pas sionisme, mais qu'on appelait Chibat Zion, c'est-à-dire les Chovevet Zion, les amants de Sion, et c'est un mouvement qui a été provoqué par les pogroms terribles de 1881
et qui a finalement provoqué une aliyah, ce qu'on va appeler dans le livre d'histoire la première aliyah, qui en fait n'est pas une première aliyah, puis des aliyot, il y en a eu tout le temps, mais c'est une aliyah, disons la première aliyah, on va dire agricole, où les gens venaient en Eretz Israël non pas pour continuer à vivre comme faisaient les autres, c'est-à-dire de l'étude et du commerce, mais réellement de développer l'État d'Israël, ce qu'on va appeler plus tard les pionniers. Et donc ce mouvement, lui, a émergé au moment où le natif était la personnalité reconnue du monde de la Torah de l'époque. Et évidemment que tout le monde était intéressé à savoir qu'est-ce qu'il en pense de ce mouvement de retour en Eretz Israël. D'abord, est-ce qu'il va lui accorder une identité messianique ou pas? Est-ce qu'il va être pour ou pas? Est-ce qu'il va l'encourager ou pas? C'est un sujet qui a divisé le monde de la Torah déjà à l'époque et qui va le diviser encore plus lorsque le sionisme politique va apparaître à l'époque d'Herzl. Mais déjà à l'époque, comme vous comprenez, ce qui s'est passé, c'est que ces petites cellules de gens qui voulaient rentrer en Eretz Israël, il y avait de tout dedans. Il y avait des juifs pratiquants qui ont étudié la Torah, il y avait des grands rabbanim, et puis il y avait également des gens des jeunes qui avaient quitté le monde de la Torah par les portes ouvertes tout d'un coup aux études générales, qui étaient arrivés également en Russie, donc qui avaient étudié dans les universités, etc., qui avaient donc tout laissé tomber, qui remettaient plus les pieds en général dans les synagogues, et qui, à cause des pogroms, finalement, sont revenus de loin en disant de toute façon, il n'y aura pas d'assimilation possible dans cette Russie du Tsar, c'est impossible, on n'y arrivera même pas à ce que nos frères d'Occident ont réussi à faire, on n'aura jamais tout ça, et donc il y a une seule solution, c'est de retourner en Eretz Israël, et on les voit tout d'un coup revenir dans les synagogues, pas pour prier et mettre les tefilines, mais pour faire les cérémonies commémoratives pour les victimes des pogroms, etc. Et à partir de ce moment-là, renaît tout d'un coup devant nos yeux un sentiment national de plus en plus important. Et donc ces cellules qui sont quelquefois des cellules de juifs religieux, quelquefois des cellules de juifs non religieux, et quelquefois des cellules mélangées où il y a ça et ça crée finalement un mouvement, un vrai mouvement. Ils ont fait une conférence. Quand ils sont aperçus, au début, ils ne sont pas donné le mot. Ils ont vu tout d'un coup qu'il y avait des cellules comme ça un peu partout. Alors, ils ont dit, on va s'appeler Chibat Zion, on va créer un vrai mouvement, on va faire un congrès, on va faire un président, etc., etc. Et il y a eu un président. Le président, il s'appelle Léon Pinsker, qui écrit un bouquin qui s'appelle Auto-émancipation, qui fait beaucoup parler de lui, en disant que la seule possibilité de s'en sortir, ce n'est pas de quémander l'émancipation des non-juifs, mais c'est au contraire de s'auto-émanciper, c'est-à-dire il faut arrêter de demander aux autres, il faut décider de prendre les choses en main, il faut quitter cet exil qui nous apporte que des problèmes. Et donc, on voit ici une très jolie image, vous voyez Pinsker sur la photo au premier rang. On voit que tout le monde ne porte pas la kippa, quoi. Et voilà, c'est ça, c'est très intéressant cette photo. Ça, c'est la photo qui est prise à Katowice, c'est-à-dire le premier congrès des Chibat Zion, là où le nom de Chibat Zion va être donné, où les gens vont établir un comité exécutif, etc. Et vous voyez en effet que vous avez à la fois l'un à côté de l'autre, c'est des trucs qu'on n'aurait pas pu imaginer quelque temps avant, des juifs sans kippa. Quelques temps après, ouais. Pardon ? Même malheureusement, même quelques temps après, parfois. Tu as raison, oui. En tout cas, ils sont tous très bien habillés. Hein. Ils sont tous très bien habillés, ouais. Alors, il n'y a pas encore le natif parce que la première conférence fondatrice, le natif n'était pas. Mais très rapidement, évidemment, il va être sollicité. Ils attendent, ces gens-là attendent d'avoir une bracha des grands de la Torah, évidemment, en comprenant bien que la plupart des jeunes juifs n'adhéreront à ce mouvement que s'ils ont la bénédiction des grands rabbinim de l'époque. Et donc, le plus grand d'entre eux, enfin le plus connu certainement à ce moment-là, le natif, donc il faut absolument lui demander ce qu'il en pensait. Et le natif, non seulement il dit, mais je vous donne ma bénédiction, allez-y, mais en plus, il dit ce que vous faites, c'est fondamentalement important, c'est ça qu'il faut faire. Et moi, non seulement je vous donne la bénédiction, mais je veux être membre de votre mouvement. Et quand il dit je veux être membre, il envoie une lettre d'adhésion au mouvement. Et évidemment, on lui répond tout de suite en disant mais toi, ce n'est pas membre du mouvement, si tu veux être à la tête du mouvement. Et donc, il fait partie de… Bon, il ne va pas prendre la place de Pinsker ni de Lillian Blum, qui sont les deux représentants là-bas de l'aile non religieuse ou non pratiquante, mais il va faire partie de la direction du mouvement. Et alors, il écrit que malgré
ses grandes occupations et préoccupations à la yeshiva, à la tête de la yeshiva, malgré tout, il veut savoir exactement ce qui se passe, quels sont les terrains achetés, qu'est-ce que font les premiers colons qui arrivent là-bas, est-ce qu'ils respectent la Torah, est-ce qu'ils ne respectent pas la Torah, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Il s'énerve contre des gens qui lui racontent qu'ils ne pratiquent pas tous obligatoirement les mitzvot comme ils devraient, il les traite d'explorateurs, de meraglim, un type qui dit, mais enfin, je vous assure, je reviens de là-bas et je vous dis qu'il y a certains pionniers qui ne respectent pas le Shabbat. Et c'est pas, je ne mens pas. Et il dit, alors, qu'est-ce que vous croyez, que les meraglim, c'était des menteurs? Eux aussi, ils ont dit la vérité. On n'a pas le droit de dire du mal des gens qui sont en Eretz Israël. Et il s'énerve énormément. Et il reste, malgré les combats qu'il a à l'intérieur du mouvement pour justement que le côté limut, le côté respect de la Torah soit évidemment accepté par le mouvement lui-même, ce qui est le cas d'ailleurs. La plupart de ceux qui créent les premières colonies pendant la première Aliyah sont des gens qui, dans la charte de la création des différents villages, écrivent on va respecter les lois concernant Eretz Israël, le Shabbat, etc., etc. Et lui, il pousse évidemment à tout ça et il s'énerve contre ceux qui n'adhèrent pas au mouvement sous prétexte que Pinsker n'est pas religieux. Il lui dit, c'est un truc que j'ai vu que chez lui, personne n'a osé dire ça avant lui, et je crois même après lui, personne n'a osé dire ça. Quand on l'a accusé, comme on a accusé plein de gens après, de soutenir un mouvement où tout le monde n'est pas obligatoirement des grands piliers de synagogue, il dira, ben, Moïse lui-même, Moïse lui-même, quand il est arrivé, il avait la tête d'un Égyptien, il avait une culture égyptienne, il parlait égyptien, il était habillé comme un Égyptien, ça n'empêche pas qu'il est devenu Moïse. Il dit ça quand on lui reproche de soutenir un mouvement à la tête duquel se trouve un Pinsker. Il dit alors, qu'est-ce qu'il y a Pinsker? Et alors? Et donc, il y a quelque chose de profondément rafraîchissant dans cette manière de voir les choses. Et peut-être que c'est lié à ce qu'on disait, c'est sûrement lié à ce qu'on disait avant, cette volonté d'unifier le peuple et de ne pas faire de différence. En voyant ces photos où tu vois des gens avec des barbes et des gens sans barbe qui sont unis dans un même mouvement pour le retour d'Israël pour faire du bien finalement au peuple juif et pour revenir sur cette terre qu'ils chérissaient tellement, ils voient ça comme un grand mérite. Et moi, je pense, les spécialistes du natif ne sont pas tous d'accord, mais moi, je pense qu'il y voyait également, quelque chose de messianique. Certains pensent que non, que c'était uniquement une question de sécurité, de retour, etc. Mais quand tu lis bien les textes, tu vois qu'il pensait vraiment qu'il se passait ici quelque chose. C'est le début de la fin de l'exil, vraiment. Même s'il ne voulait pas trop s'annoncer là-dessus, se prononcer là-dessus, mais enfin, c'est ce qu'il pensait vraiment. Tu nous décris en fait le natif, Naftali, Rav Tzvi, Naftali Yehuda, mais en fait le natif c'est aussi cet équilibre, c'est le mot, c'est gouverner, c'est être en équilibre. Tu nous décris Stable, oui, stabilité. Ouais. La stabilité, l'équilibre. Aurèle, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur son amour et son engagement face à Israël et dans le sionisme? Oui, alors par exemple, comme une petite anecdote, c'est que oui, effectivement, le natif suivait, il recevait les journaux. Il y avait les journaux dont j'ai oublié le titre. Je crois qu'il y a Amélite, c'est un autre. Il y avait deux journaux qui en hébreu, qui recevait chez lui, et donc son neveu, le Torah Mima, a témoigné que c'était un de ses Oneg Shabbat, notamment, c'était de lire ses journaux, quoi. Donc ça, c'est intéressant, ça a été censuré après, parce que fallait surtout pas qu'on dise que le native lisait des journaux, quoi. Mais ah oui, qu'est-ce qu'ils avaient comme particularité, ces journaux, c'est que ils racontaient ce qui se passait en Eretz Israël, quoi. Et donc voilà, il y avait vraiment cet amour de ce qui se passait, des pionniers, de tout ce développement qui commençait. Il y a aussi la fameuse histoire de la première fois qu'on lui apportait du vin d'Eretz Israël et qu'il était ému aux larmes, et que voilà, c'était le premier vin d'Israël auquel il a pu avoir accès. Voilà, ça il y a beaucoup d'histoires, notamment qui nous parviennent par en fait une des sources, c'est justement ce qu'a écrit donc le Torah Mima, donc le neveu du Netziv.
Non, moi, j'ai un livre en anglais à la maison, enfin, qui était évidemment traduit de l'hébreu, mais en hébreu, je crois on le trouve difficilement. C'est le fameux, voilà, le nom m'échappe, mais Élie, toi, tu dois te rappeler le nom du livre du Torah Mima qu'il a. En fait, c'est un livre de souvenirs dont une partie est consacrée aux Netziv. Donc, et sinon, il y a effectivement ce qu'on sait par un de ses fils, donc Meir Berlin, qui est devenu Bar Ilan, hein. Donc le nom Bar Ilan, il vient de Berlin et c'est l'hébraïsation de Berlin. Voilà, qui a écrit un livre de souvenirs que moi, j'ai pas eu accès, mais c'est aussi par ce qu'a écrit son fils sur son père qu'on a aussi beaucoup d'enseignements sur en fait tout son engagement et tout son lien avec les pionniers d'Eretz Israël. Son lien avec le Rav Kook, Rav Kling, entre le Rav Kook et le Nativ? Eh bien, le Rav Kook est passé par Vologine, tout simplement. C'est-à-dire, il a étudié là-bas 1 an. Il est pas resté très, très longtemps. Mais il a tout de suite été. D'abord, quand il est arrivé, le Rav Kook, il avait déjà une réputation d'un Ilouï, de quelqu'un qui était particulièrement brillant dans l'étude de la Torah, dans la compréhension de la Torah. Et donc, il y a tout de suite eu une très grande amitié et une très grande reconnaissance l'un par rapport à l'autre. Donc, le Nativ, qui était bien plus âgé, bien sûr, est devenu considéré le Rav Kook comme un de ses élèves les plus proches, et lui a toujours eu beaucoup, beaucoup de respect pour le Nativ. Et il y a eu comme ça, vous savez, à Vologine sont passés des gens qui ont après sont devenus donc soit des directeurs de yeshivot, évidemment, qui ont ouvert des yeshivot sur le même système que Vologine, mais aussi d'autres qui ont eu ensuite un long parcours dans l'histoire d'Israël, même si ce n'était pas dans le monde des yeshivot. Je pense par exemple à Chaim Nachman Bialik, qui a passé du temps à Vologine à étudier avant de devenir le grand, comment on l'appelle aujourd'hui, le grand écrivain national d'Israël, okay, et qui est passé par là, qui parlait déjà ivrite avec une très grande facilité, un très bel ivrite, et le Nativ était très fier d'avoir dans sa yeshiva quelqu'un qui parlait aussi bien l'hébreu. Et chaque fois qu'un invité de marque arrivait à Vologine, il appelait Chaim Nachman, il lui disait parle-lui en ivrite pour qu'il voit à quel point on aime l'hébreu à Vologine. À Vologine, il y avait également, il faut le savoir, un groupe de jeunes. Le Nativ n'était pas au courant au départ, il l'a su seulement par la suite. Un groupe de jeunes qui ont fondé une cellule clandestine de soutien à la Chibat Zion, et qui, comme ils venaient d'un peu tous les coins de la Russie, quand ils repartaient chez eux, c'était évidemment facile de faire des nouveaux adeptes. Et le centre de cette cellule était à Vologine. C'était évidemment dangereux puisque le gouvernement du Tsar voyait d'un très mauvais œil toute cette activité politique de retour à Sion. Et donc, ça a joué des tours à la yeshiva. Et c'est sans doute pour ça qu'ils n'ont pas parlé aux Natifs. Ils savaient que le Natif était d'accord sur le fond, mais ils n'ont pas osé le dire. Mais c'était une cellule un petit peu clandestine. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui aurait bien voulu ensuite faire son alia et vivre en Israël. Malheureusement, il n'a pas pu le faire pour des raisons de santé. Tu vas nous raconter ça, Alors, je rappelle, Creuser la parole, Aurel Medioni, tu l'as sorti il y a un peu plus d'1 an. Et Rav Kling, tu as réédité il y a à peu près un peu plus d'1 an, tu as réédité ton livre qui s'appelle Le Relever le défi. C'est aux éditions Bishma. J'enverrai sur le mail et sur le WhatsApp de l'Ilmod, j'enverrai le lien. Si vous passez par le Rav Kling, c'est également un don pour Chemdat Adorom. Donc, n'hésitez pas. Je crois que c'est les 2 seuls livres en français sur le natif. Donc, si vous en connaissez d'autres, faites-nous part. Ça nous enrichira pour une prochaine soirée. Aurel, le mot de la fin, et après, Rav Kling, le mot de la fin. Le mot de la fin, ça serait de dire, je pense que en fait, le Nativ, c'est aujourd'hui, on va dire en Israël, c'est une personnalité finalement qui est, on va dire, qui attire, enfin entre guillemets, dans tous les milieux. C'est-à-dire que effectivement, comme on l'a dit,
tout ce qu'il a pu écrire sur Eretz Israël fait que, dans le milieu sioniste religieux, il est, on va dire, il est vénéré parce que, voilà, il a été précurseur, il a été le Rav, entre autres, du Rav Kook. Et c'est un grand Rosh Yeshiva. Et de la même façon, dans le monde traditionnel, que Haredi, voilà, c'est une autorité. Et on retrouve un petit peu ça, ce qu'on a dit au début sur le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, où effectivement l'héritage de ces grands rabbinim qui ont vécu à des époques charnières, finalement, ils sont aujourd'hui, je vais pas dire pas récupérés, mais on se réclame de que ce soit du Netziv ou du Rav Hirsch, que ça soit dans le milieu Haredi orthodoxe traditionnel ou dans le milieu Dati Leumi. Voilà, ça prouve que finalement ils ont une importance particulière et justement ce sont des personnalités qui sont au-delà des clivages. Bravo, merci. Toda Rabba Aurel. Rav Kling, raconte-nous dans ton Varsov, dans ton dernier mot, raconte-nous pourquoi finalement il avait envie d'arriver en Israël, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, la yeshiva a été obligée de fermer, c'est-à-dire les autorités du Tsar ont obligé la yeshiva à faire entrer de plus en plus de matière générale sur le compte du Talmud. Alors au début, le Nazi pensait que ce n'était pas si dramatique que ça, mais quand la quantité d'études de philosophie russe, de littérature russe, etc. Vous voulez aussi avoir la main mise sur l'emploi du temps aussi. Oui, à un moment, il a compris que s'il continuait à céder là-dessus, ce ne serait plus une yeshiva. Donc, il a préféré fermer la yeshiva à ce moment-là. Et une fois que la yeshiva a été fermée, il a encore passé quelques mois pour régler les dettes importantes qu'il y avait, et donc chercher de l'argent à droite à gauche. Et puis après, il s'est dit, voilà, il n'y a plus rien qui me retient ici, je vais partir en Eretz Israël. Sauf qu'il était déjà âgé, et on lui dit, écoute, c'est un voyage qui est long et difficile, et ce n'est pas évident pour toi, va à Varsovie consulter les médecins. Et ce que les médecins te diront, tu feras. Donc, il va à Varsovie et les médecins de Varsovie lui disent, vous n'êtes pas en état de partir faire un si long voyage, attendez l'été, les meilleurs jours, peut-être que là-bas, ça serait mieux. Donc, il attend à Varsovie la possibilité de partir en Eretz Israël. Et finalement, il meurt cette année-là en été, au mois de Av, donc, et il sera enterré à Varsovie et il ne pourra pas voir Eretz Israël un petit peu comme notre maître Moshe qui n'a pas pu voir Israël. C'est à ce moment-là, c'est à Varsovie que se passe l'anecdote qu'a raconté Aurel tout à l'heure. On lui amène ce fameux vin de Rishon LeZion, premier vin qui a été fait par des mains juives, il est ému aux larmes, il fait Shechiano, etc., etc. C'est quelqu'un qui est authentique. Je crois que ça sera le mot de la fin, de mon côté en tout cas. Ce qui rend cette personnalité tellement attachante, c'est son authenticité dans tous les domaines. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand il s'intéresse au texte, il s'intéresse aux textes les plus anciens parce qu'il pense que ce sont les plus authentiques. Il écrit des livres à une époque où il est encore très jeune, il écrit des livres sur les Shiltot du Rav Haïm Gaon, qui est donc de l'époque des Géonim, vous comprenez, quand il écrit sur la Mechilta, ou il écrit sur des sources qui sont les sources les plus anciennes de nos textes. Et pour lui, plus c'est ancien et plus c'est authentique. Et dans la manière qu'il a d'éduquer ses élèves, il y a également cette authenticité énorme qui le rend si attachant. Et cet amour d'Eretz Israël, tout le monde voit à quel point il n'y a rien de fin là-dedans, tout est vrai, tout est authentique, tout est pur finalement, et c'est ça qu'on apprécie tellement chez lui. Je terminerai par cette anecdote que raconte un de ses élèves. Vous savez que dans la liturgie ashkénaze, le Shabbat, la prière de Shabbat matin, pendant la Hamida, pendant la Kiddusha de la Hamida, c'est l'endroit le plus important de la liturgie du Shabbat matin, il y a un passage que les Ashkénazim racontent qui commence comme ça: Mimkomcha malkenu tofia vetimloch alenu kimchakim anachnu lach matai timloch betzion. Ce qui veut dire on espère que tu viendras, que ta royauté se dévoilera à nous tous, parce que nous t'attendons depuis si longtemps. Matai timloch betzion, quand est-ce que tu pourras régner à Sion? Et les élèves du Nativ racontent que quand c'est lui qui faisait la prière et que c'est lui qui disait Matai timloch betzion, il éclatait en sanglots et toute la yeshiva entendait les pleurs du Nativ. Matai timloch betzion, quand est-ce que tu vas régner à Sion? Et disent les mêmes témoins que ces trois mots avaient plus d'effet
sur les élèves que tous les grands discours des grands Chovev Tzion de l'époque qui encourageaient les gens à partir en Eretz Israël. C'est cette authenticité de ce personnage si particulier qui le rend, à mon avis, tellement attachant et tellement intéressant. Merci beaucoup, merci à tous. Mais comme on est en direct, on a reçu 2 questions que je vais vous soumettre. Celui qui veut y répondre. Première question, comment était habillé le natif? Alors, Aurel, je crois que tu as un peu une réponse parce que tu m'as donné une photo toute particulière. Tu veux nous dire d'où elle est cette photo? Elle est spéciale? Oui, La parce que montrer. c'est aussi, je pense que c'est sans doute une des premières photos de Rabin. Elle est très ancienne. Bon, il a une espèce de, c'est pas un Streimel, hein, mais il était en Russie, donc il fait froid. Hein. Mais je pense que le natif, il est habillé de manière traditionnelle, comme ben enfin, Rosh Yeshivot, Rashi Yeshiva plutôt de l'époque. Hein, donc il y a, voilà, il est habillé comme aujourd'hui quelqu'un qui serait habillé tout en noir avec une redingote, bon voilà, de manière traditionnelle, quoi. Donc à la manière des Juifs traditionnels. Donc Il y a une question d'Alex. Ressentait-on à la yeshiva de Vologine un clivage ou une tension entre les partisans de la pensée charédite, entre guillemets, comme on la connaît aujourd'hui, et le mouvement sioniste naissant? Il y avait en effet à la yeshiva toutes sortes d'avis et qui avaient leur droit de parole. C'est-à-dire que les élèves, évidemment, discutaient de tout, et y compris donc du problème de quelle attitude devrons-nous avoir vis-à-vis du retour qui commençait donc en effet à prendre forme, du retour en Eretz Israël. Il y avait des pour, il y avait des contre. Il y avait même dans la famille du natif, il y avait des gens qui étaient très opposés. On a parlé du Rav Soloveitchik, c'est un des grands opposants du retour qui se faisait dans les conditions dans lesquelles ça se faisait. Il pensait qu'on ne pouvait pas soutenir un mouvement qui n'était pas dirigé par des gens qui étaient fondamentalement dans le monde de la Torah, etc. Et donc, il était opposé au natif là-dessus, le natif qui lui disait, mais quand on est en famille, on ne parle pas de ce genre de choses, on essaie d'éviter le sujet. Il se respectait énormément. Et la même chose à l'intérieur des yeshivas, vous aviez des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Pour la plupart des sujets qui étaient les grands sujets de l'époque qui divisaient le monde juif, eh bien, on retrouvait les mêmes clivages à la yeshiva, mais ça se faisait toujours de manière avec beaucoup de respect les uns pour les autres. Et on ne connaît pas la yeshiva, on connaît, il y a eu des mouvements de protestation des élèves contre la direction sur toutes sortes de choses plus pratiques, techniques, mais on ne connaît pas réellement de grandes discussions qui ont provoqué des mechitzot. Les mechitzot, les barrages, les séparations entre les gens, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'était quelque chose que le natif n'aurait pas supporté, et donc on savait que c'est impossible d'arriver jusque-là, même si les discussions étaient parfois très vives. Ben, merci beaucoup à vous deux. Je rappelle Aurel Medjoni, Creuser la parole aux éditions Lishma, la paracha de la semaine inspirée par le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin le natif. Donc chaque semaine, vous avez 3-4 pages, un commentaire qui a été choisi par Aurel et développé. En plus, tu ne ramènes pas que le natif, tu as fait une étude comparative, tu ramènes le Rav Hirsch, tu ramènes Manitou de temps en temps, tu ramènes Rashi souvent, donc c'est vraiment passionnant d'aller prendre quelques perles du natif et également le rafting aux éditions Lishma, relever le défi, la vie et l'œuvre du natif de Vologine. Juste dire que la mémoire du natif est aujourd'hui respectée en Israël dans plusieurs endroits. Vous avez un kibbutz qui s'appelle Ein HaNativ dans la vallée de Beth Shean, et vous avez, alors ça n'est pas le natif directement, mais c'est son fils Meir Berlin, donc Bar-Ilan, puisque l'université de Bar-Ilan, c'est au nom du fils du natif de Rab Meir Bar-Ilan, Berlin. Entre nous, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ascarot du natif. Vous me direz si vous avez vu des ascarot ce soir, parce que nous, on est les seuls en français, mais est-ce qu'en hébreu, il y a d'autres choses? Nous, on en a parlé ce soir au Bet Knesset. Hazaku Baruch, Toda Rabba Lachem, et à très bientôt. Bravo pour l'organisation de cette soirée.